Bonjour, bienvenue à l'émission à votre service. Cette semaine, des sujets fort différents, mais fort intéressants également, comme vous allez le constater. En premier lieu, nous allons recevoir Martin Simard, qui est animateur communautaire ici à la ville de Baie-Saint-Paul et qui vient nous parler du grand rendez-vous de la santé qui va avoir lieu très bientôt, ici même à Baie-Saint-Paul. Nous allons également parler de formation rémunérée pour préposer aux bénéficiaires, en compagnie de Mme Chanie Tremblay, qui elle est directrice adjointe au CEAFP. Je vous dis qu'est-ce que c'est? C'est le Centre d'éducation aux adultes et de formation professionnelle de Charlevoix. Et elle est accompagnée par M. Éric Lavoie, qui lui est chef de service aux ressources humaines du CIUS pour la section Charlevoix, bien sûr. Alors, on parle ici de formation rémunérée, très intéressant également. Et en même temps, et à la fin, on reçoit M. Martin Ouellette, qui lui est directeur général du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et qui vient nous inviter au musée totalement en fête. Bonne émission. Martin Simard, animateur communautaire à la ville de Baie-Saint-Paul, bien le bonjour. Bonjour. On te voit animateur, je pense que tu joues bien ton rôle parce qu'on te voit à plusieurs endroits dans différentes situations. Aujourd'hui, on va parler de la 44e édition du Rendez-vous de la santé. Oui, un événement, là, je vous dirais que c'est vraiment un événement qui a été mis en place et qu'on a été capable de le garder. Donc, les événements, des fois, ça va et vient, mais cet événement-là, on a toujours fait un effort de le garder parce qu'on trouvait que c'était important et c'était vraiment un événement qui a une bonne portée. Okay. Puis, il y a beaucoup de possibilités qu'on peut faire. On peut aussi la modifier. 44 ans, on parle des années 75-76. Exactement, 75-76, les années olympiques. Il y a eu des groupes de personnes qui ont cru bon d'implanter un événement. Sur des premières éditions, on parlait de quelques coureurs. Même, il y a eu des sections vraiment de tests, à savoir, on parlait vraiment du demi-marathon dans le temps, les 10 premières années. Il y a eu des périodes plus difficiles, moins de participation, des changements de type. Et comme on le sait, la course à pied et la marche au Québec actuellement est toujours en pleine progression tout le temps. Il y a de plus en plus de monde qui font l'exercice. Oui, ils lâchent les écrans, là? Lâchent un peu, mais il y a beaucoup de jeunes et de familles, des petites familles qui sont donnés des défis. On les retrouve vraiment dans des événements de ce type-là, où on a de la course et de la marche. Parce que là, ça se veut d'abord et avant tout un événement familial. Oui. À chaque année, on revoit un petit peu des choses, mais depuis, je vous dirais, les 5-6 dernières années, on fait un effort pour que ce soit familial. Donc, notre promotion est en ce sens-là. Nos choix de distance est aussi également. L'année passée, on voulait, depuis 2 ans, on voulait implanter un demi-marathon. On a vu que on n'était pas encore prêt. La date a donné un marathon est combien de kilomètres déjà? Un demi, c'est 21,1 km. Okay. Donc, c'est une distance peut-être, ça demande vraiment les gens qui se pratiquent. Ouais. Donc, on fait affaire à une autre catégorie. Donc, nous, on voulait tout ramasser. Si on vise la masse, mais là, c'est moins propice. Exactement. Là, on l'a éliminé cette année. On a fait plus de promotions dans nos basses catégories en mettant des incitatifs. Et 5 km pour les tout petits, aller jusqu'à 12 ans, après 5 et 10 km au niveau de la course. Et on a un 5 km marche exclusivement. Donc tout ça, on se rencontre le 19 de mai, bien entendu. Oui, ça c'est la date. C'est la date. Le rendez-vous est toujours à l'école Saint-Aubin? À l'école Saint-Aubin, on aménage vraiment les lieux là, avec un lieu sécuritaire. C'est une course, on se promène dans un trajet intéressant. C'est une boucle de 5 km. Donc pour ceux qui font le 10, ils font 2 fois le tour. Et pour les tout petits, les 1 km, on a refait
c'est un nouveau trajet, vu que l'hôpital est maintenant ouvert. On Oui. ne pouvait pas utiliser et fermer totalement la route. Donc, on a utilisé une partie de la piste cyclable. Donc, le départ pour le 1 km va se faire sur la piste d'athlétisme en arrière de la Polyvalente. OK. Et ils vont terminer à l'arrivée à la même endroit que tout le monde, tous les autres trajets se Donc, terminent. on n'est pas dispersé. On n'est pas C'est la place dispersé, de rendez-vous. c'est vraiment centralisé et on veut que ça soit aussi centralisé. Les gens, puis on a quand même des aires de stationnement assez nombreuses pour satisfaire tout le monde. C'est sûr que, tu sais, on regroupe, c'est sûr qu'à peu près entre 6 et 700 participants. Comme Dans du ça, monde, il y a là, les c'est accompagnateurs. 700 personnes, genre, sur une population de 17 000, on parle d'un 10 officiellement qui viennent. Officiellement qui viennent. On a une clientèle, je vous dirais, depuis 2-3 ans, on a passé de 40, 50, 60 de la clientèle locale qui participe à cet événement-là. Donc, ça en était un des objectifs d'atteindre, c'est de faire sortir le monde de la place. OK. Et c'est sûr qu'on a, notre course fait partie d'un circuit provincial et ça attire des bons coureurs. On va chercher 40 de l'extérieur. Écoute, en même temps de notre événement ici à Baie-Saint-Paul, il y en a 7 autres au Québec. Oh, en même temps. Juste pour vous dire que Ouais. c'est rendu tellement populaire. Donc, chaque région a leur rendez-vous de la santé qui est différent un En peu. même temps, c'est une belle période de l'année. C'est Oui. le début de l'été, on sort de l'hiver. On le voit On un se remet peu. dans l'ambiance. Oui, là. après ça. Bien souvent, c'est des départs pour des gens. Les gens se donnent un défi, ils s'entraînent un petit peu. Après ça, ils s'envoient. Oh, j'ai été capable de le faire, le 5 km. L'année prochaine, je vais le faire encore mieux, je vais m'entraîner. Et on donne le goût aux gens de poursuivre. Et c'est aussi un objectif. C'est de se sentir bien à l'aise lorsqu'on court et pas terminer ses talons, comme on dit. Mais ça Et- demande quand même un minimum d'entraînement. un Là, minimum 1 d'entraînement. kilomètre. Le 1 km pour les jeunes s'entraînent à l'école. Il y a un entraînement qui est structuré par les professeurs d'éducation physique. Le 5 et 10 km, ça demande aussi également un entraînement. Mais il faut se mentionner, c'est qu'on parle de course, mais on parle de marche. Donc, rien ne vous empêche de marcher quelques kilomètres puis de partir à courir. OK. Donc, le défi va être de faire le 10 km. On n'empêche pas ça. Nous, c'est le bien-être de chacun. Puis si vous vous sentez à l'aise, je dis, moi, mon défi, c'est faire le 10, que je prends 45 minutes, 35 minutes ou bien 1 heure pour le faire, je vais le faire. C'est un peu dans le sens-là qu'on va avoir. Ah, le monde. puis l'événement, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie. Carrément, on essaye de mettre tout ça sur les lieux aussi. Au niveau des repas, on remet des repas. Il y a des prix de participation aussi qu'on remet beaucoup. C'est vraiment une fête de l'activité physique. Il y a des jeux pour les Il y a jeunes. des jeux gonflables qu'on installe sur les lieux. Et c'est un rendez-vous. Là, À quelle heure ça commence? Ben, dès 7 heures, nous, on Donc, c'est- planifie un c'est peu. Les lève-tôt. ouvertures C'est officielles. lève-tôt. Ouais, c'est le feu. On rentre dans le tapis. On rentre dans continue ça. le week-end Et avec ça l'horaire arrête de la pas. semaine. À partir de 7h30, là, les inscriptions sont ouvertes. Puis à toutes les. À partir le premier départ est à 9h15. Après ça, c'est 10h30. Après ça, c'est plus vers On 11h. va des courses les plus longues aux plus courtes? Exactement. OK. OK. On fait ça un peu. Après ça, on a des différentes cérémonies protocolaires aussi. 2 cérémonies protocolaires qui permettent justement les gens, quand ils ont terminé une course, mais ils peuvent aller à la cérémonie protocolaire. Il y a l'alimentation à l'intérieur aussi. Cette année, on est plus éco-responsable. Donc, vous allez avoir sur les lieux, on a fait des Moins de bouteilles d'eau, initiatives, d'autres plus de choses. bouteilles d'eau qu'on va avoir. Donc, ça va être de l'aménagement à des endroits. On veut travailler sur le côté là aussi. Plus, ça va être plus visuel et on va inciter les gens aussi à covoiturer par notre site Internet. Donc, c'est tout ça. On est rendu dans l'air. Les événements Et ne de manquent plus pas. en plus, on en entend parler. Puis je pense que c'est bien qu'on en prenne C'est bien. conscience. C'est toutes des petites actions qu'on peut faire tout chacun qui va faire un peu au bout de la ligne la différence. Et je pense que dans l'événementiel, on a un travail à faire en ce moment et on embarque dans ça. là. Fait qu'au fil du temps, 44 éditions, Oui. donc ça fait 44 ans que ça existe. Ça se fait pas tout seul, là. Ça se fait pas tout seul. Nous, on est en arrière de plusieurs implications bénévoles. là. C'est sûr qu'on travaille à la ville. On est un peu Il y a un la noyau de coordination, 2-3 personnes qui travaillent à cet événement-là. Mais en dehors de ça, on a l'appui de l'école aussi. On a des profs d'éduc qui travaillent en collaboration et une équipe de bénévoles. Je reviens à dire que le bénévole, c'est essentiel. On a des différentes demandes. Si encore là, aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous nous appelez à la ville, on prend vos noms, on va vous attribuer un poste.
Ça peut aller de quoi à quoi comme type de poste travail? d'alimentation d'eau, les inscriptions sur place, les remises des médailles, la circulation, le pointeur, le stationnement. On parle de 65 bénévoles. Oh, OK. Donc, il y en a qui des fois sont doublés aussi. Donc, on termine une phase d'inscription, les gens partent, s'en vont à l'extérieur faire à l'arrivée. Tu sais, c'est la gestion et ça, c'est un essentiel. Si on veut que ça roule bien, ça nous en prend. On remet aussi un chandail à tous les bénévoles et ils peuvent aussi assister au repas gratuitement. Donc, on invite la population. Si un repas, on parle ça commence le matin, mais ça se termine en début d'après-midi. En début d'après-midi, habituellement vers 2h30, 3h, tout est terminé. Durant l'après-midi, il y a encore la possibilité d'utiliser les jeux gonflables un petit peu pour les enfants. Et tout ça fait en sorte que c'est une journée très remplie. On commence à 7h30, puis je vous dirais que... Ça, c'est pour vous autres? Pour nous autres. Les coureurs, nécessairement. Les coureurs, les premiers de départ, c'est à 9h15. Donc, ils font leurs courses. Ils font leurs courses. Ils reçoivent l'alimentation un petit peu, c'est revenu. Il y en a qui restent, donc bien souvent, c'est regroupé en famille. Ouais. Donc, moi, je vais courir ma course, puis je t'attends, ça. puis je te regarde courir la Pendant ce temps-là, les jeunes vont jouer aux jeux gonflables. C'est pour ça qu'on a une ambiance pendant tout le temps de l'événement comme tel. Et les gens l'apprécient énormément. C'est le fun. Cette année, parce qu'on cherche toujours un peu à se renouveler, Oui. d'une année à l'autre, c'est pas un copier-coller. Il y a quand même, cette année, je pense que vous allez mettre de l'avant la participation en équipe. En équipe, tout le volet corporatif, on a travaillé fort sur l'implication un peu des compagnies ou bien des gens aussi qui se sentent intéressés à faire une équipe. C'est-à-dire que moi, je veux participer, mais écoute, j'ai mon voisin, ma voisine est éventuellement intéressée à le faire, je le sensibilise, elle est intéressée. Bien, vous pouvez vous regrouper ensemble et profiter d'un rabais de pourcentage aux inscriptions en ligne. Ce qui permet, nous, de faire la promotion un peu par ce volet-là. Et les corporations, les compagnies ou les entreprises ont aussi une belle possibilité de s'afficher. C'est-à-dire que moi, je travaille pour la ville de Baie-Saint-Paul, je me fais une équipe de 4 personnes. Bien, je peux m'afficher lors de l'événement, c'est-à-dire que nous, on va faire la promotion, on va le savoir qu'il y a une équipe pour la ville de Baie-Saint-Paul. Il n'y a pas de temps record rattaché à ça. C'est tout simplement vraiment... C'est pas du monde nécessairement du même calibre. Là. Je veux dire, Non. on fait une équipe. On fait une équipe, après ça, je m'inscris, après ça. Il y en a qui vont peut-être s'identifier. Ils vont avoir peut-être des chandails de leur compagnie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, on veut que ça mette de la vie un peu. Et c'est de plus en plus dans les événements de ce même genre, on voit que le côté corporatif travaille, ça va bien, puis les gens aiment bien ça. OK. Les coûts, Les coûts varient. C'est sûr qu'on a des périodes d'inscription en ligne qui varient, qu'on a commencé en février. À chaque peut-être mois, il y a des petites augmentations qui s'installent. Il y a de la prévente à la dernière minute. C'est ça. On parle de 10 pour les basses catégories, je veux dire pour les distances 1 km et la marche, qui vont être sur place majoré de 5 qui vont être à 15 Au niveau des courses, le 5 km et le 10 km, on parle de trentaine de dollars qui va se majorer jusqu'à 50 tout dépend le 5 ou le 10. Donc, tous ces argents-là, ça va où? La structure d'organisation, bien entendu, mais on a aussi également une cause. La cause, c'est de poursuivre un peu le développement et de donner aux jeunes la possibilité de s'entraîner dans un encadrement sécuritaire avec des équipements sécuritaires. Donc, il y a un montant qui est remis à l'école Forgette qui va permettre aux plus jeunes de pouvoir avoir ces avantages-là. Donc, le tout sert à ça. C'est un budget qui joue progressivement entre 35 et 40 000 si on incorpore tout le service que la Ville met dans ça, plus les apports aussi de services. Il n'y a rien qui se fait gratuitement aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait et pour avoir aussi une structure qui se tient ou un événement aussi qui se tient, on n'a pas le choix un peu d'investir sur l'affichage, sur la sécurité. Il y aurait eu sûrement dans les 44 dernières années des années où il n'y aurait rien eu. On a des collaborations qui sont à chaque année, comme l'Ambulance Saint-Jean, la Sûreté du Québec, le ministère du Transport. C'est tous des gens qu'on demande des autorisations et ils demandent des services. Ils sont là, oui, mais ils ne sont pas toujours possibles de les avoir. Faut prendre. Donc, on a une belle collaboration depuis qu'ils sont installés et c'est grâce à tous ces gens-là aussi qu'on peut maintenir ça ici. Là. Alors, ça rejoint à peu près entre 650 et 700 personnes. C'est ça. Du monde.
60 quelques bénévoles, un budget nécessitant effectivement certaines opérations, mais à travers tout ça, c'est qu'on se fait plaisir, on a du plaisir en groupe. Oui. Et à la toute fin, on vient supporter la jeunesse. Donc, tout ça ramassé en... La toute jeunesse, en la plus, toute et non jeunesse. pas... c'est ça. Et toute l'implication qu'on va, tout chacun peut apporter son implication, juste d'être présent lors de l'événement, d'encourager les participants. C'est déjà un beau geste d'encouragement à une structure en place. Donc, lorsqu'on voit plein de monde et le monde... Moi, je me promène lors de l'événement, c'est sûr qu'on est un peu dans le tapis, dans l'organisation, mais voir que les gens ont du plaisir et de voir courir leurs enfants, et ça, c'est la beauté de la chose. Ouais. On partage, on collabore. La ville est très impliquée quand même, autant sur l'environnement que sur effectivement le plaisir de faire des activités. Secteurs, on parle du culturel, on parle tout le côté festif aussi avec ce qu'on a et tous les événements à caractère cycliste aussi qui se présentent. Oui, les grands prix cyclistes. Donc, on rentre vraiment dans une période et la ville contribue financièrement dans tout le support de ça. Au bout de la ligne, c'est sûr que c'est la volonté de les employés de se développer. On est là en place, on est engagé, mais je pense qu'il faut avoir une volonté d'aller de l'avant dans ça et de ne pas avoir peur. Bien souvent, pour mettre en place des structures organisationnelles, il y a tellement de choses, ça fait peur. Bien, je vais juste prendre l'exemple. Festif, on sait que ça attire X milliers de personnes. C'est le fun. Il y avait le rêve d'automne et compagnie, qui est en train d'être retravaillé avec une nouvelle approche. Mais quand on regarde les grands rendez-vous cyclistes, exemple, l'été, c'est du monde majoritairement qui vient de l'extérieur. Donc, c'est du monde qui vient investir X montant d'argent ici parce qu'ils ne viennent pas juste pour la course puis ils s'en vont. C'est souvent sur un week-end et sur plusieurs week-ends pendant l'été. C'est quand même des retombées qu'on néglige en termes de perception pour la ville, ça. C'est ça. Et, écoute, c'est tout des retombées importantes pour toute la région et le commerce et la vente aussi. Lors de l'événement, on reçoit à la course à pied, on reçoit du monde qui c'est peut-être la première fois qui vient dans Charlevoix. Donc, on fait découvrir une région, on fait découvrir une ville. Et par la suite, il se mentionne, en dehors de l'événement, je vais revenir. Ouais. Donc, on est porteur de ça. C'est que plus qu'on va faire connaître, on va avoir des retours à court et à long terme de ces gens-là qui passent dans le Baie-Saint-Paul. OK. Alors, donc, le grand rendez-vous de la santé, hein, c'est le 19 mai. Oui. C'est un samedi? C'est un dimanche. C'est un dimanche. Et si on rentre dans le congé, on a une fête plus longue un peu. La fin de semaine-là, on a le lundi que tout le monde va avoir congé. Donc, on profite aussi également de ce week-end-là en raison que les gens de l'extérieur viennent rencontrer leur famille bien souvent. Donc, on a une clientèle qui vient de l'extérieur qui vient. Et ça permet aussi d'avoir. Et ça permet aussi de faire l'événement dimanche. Et après ça, on est peut-être fatigué un petit peu. Là. Il reste encore du temps pour récupérer. On a encore une journée le lundi pour breaker ou faire nos travaux. C'est sûr que là, avec Dame Nature, on espère qu'il va faire beau. Il va faire beau. Et même, peu importe la température, l'activité va avoir lieu quand même. Donc, les jeux gonflables vont être à l'intérieur. Et on a une structure, un plan B qu'on appelle. Tout se fait. C'est plate un petit peu, mais... On organise quand même l'événement. On est au Québec, il faut opérer avec les conditions, effectivement, que l'on peut avoir. Hein? C'est là. Je lisais entre les lignes, c'est ta dernière participation. Oui, moi, c'est ma dernière un peu d'implication directe, à cause je vais quitter au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul bientôt en juillet. Donc, je passe mon implication, mes dernières implications dans différents événements ou aussi à la Fête nationale, Fête du Canada. Donc, je profite au maximum, comme on dit, à cause ça fait beaucoup d'énergie. Quand on regarde ce qui était avant, ce qui est devenu, on a toujours maintenu ça, on a toujours travaillé très fort. Et pour moi, personnellement, ces événements-là me tiennent beaucoup à cœur à cause on a été capable de les garder en vie depuis plusieurs années et c'est une recherche. Il y a bien de villes qu'on se compare, des fois on voit un peu ailleurs, puis il y a des villes il y avait aussi des événements, ça a tombé, ça n'a pas été, là c'est difficile de remettre. Le fait de garder ça un peu, parce qu'on a passé dans des vagues qui étaient difficiles,
ben, c'est le fun. Pour la poursuite, ben, c'est sûr que ça va se continuer avec d'autres personnes. On va peut-être faire l'événement, courir l'événement. Ben, au lieu d'être organisateur, on sera participant. Dans les premières années que j'organisais cet événement-là, je faisais la course et je l'organisais. Là, je me suis rendu compte de m'amener que les deux ensemble, là, t'es pas capable d'être tranquille là, un peu dans le sens que quand tu participes à une activité, tu le fais pour avoir le plaisir de le faire. En jouer pleinement. Mais là, en faisant puis en pensant à toutes les problématiques qui peuvent arriver. Mais tu cours pas d'une façon libérée. Voilà, tout est là. Ben écoute, au nom de la population, merci pour ton implication au fil de ces années-là. Merci à vous. On va te souhaiter, si on ne se reparle pas, une bonne retraite officiellement. C'est sûr, active, si possible. On va poursuivre un peu vous allez nous voir et me voir sûrement dans d'autres projets. Super. Martin Simard, merci pour votre visite. Merci. Alors, Chanie Tremblay, qui est directrice adjointe au CEAFP, qui est? Le Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix. Je préférais que vous le disiez plutôt que je me trompe. Oui, c'est un acronyme qui est plus ou moins ergonomique. Bienvenue. Merci. Et Éric Lavoie, qui lui est chef, effectivement, des ressources humaines ici pour le CIUS, mais section davantage charlevoisienne. Exactement. Dans le fond, je représente tout le volet main-d'œuvre aux ressources humaines pour le territoire de Charlevoix. Main-d'œuvre, donc ça veut dire l'ensemble des employés. Le recrutement, la dotation, tout ce qui est dans le volet main-d'œuvre. OK. Bien, bienvenue sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, on parle surtout parce que là, c'est un centre éducatif avec le CIUS. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Donc, il y a une association qui s'est créée dans le but d'aller chercher de la main-d'œuvre parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre criant, là, comme tel. Bien, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille en collaboration pour les formations en santé. Mais effectivement, pour ce type de projet, on doit accentuer ou on doit se rapprocher davantage pour être en mesure d'offrir ce type de formation-là parce qu'on rentre dans des enjeux qui sont un petit peu différents de ce qu'on offrait par les formations antérieurement. Parce que là, c'est ça, il y a une particularité. Là. Je veux dire, on va former les gens, et en les formant, on les paye. Absolument. Pas tous les jours, c'est nouveau, ça, là. C'est nouveau, puis l'idée, c'est de répondre à la pénurie de main-d'œuvre chez les préposés aux bénéficiaires. Effectivement, par le passé, notre collaboration était déjà là parce qu'on essaye d'y répondre à cette pénurie-là depuis plusieurs années. C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'il manque de préposés. On essayé des projets assez novateurs dans les 2 dernières années. Et puis là, ben, ça prend une autre tangente, effectivement, parce que cette directive-là vient du CIUS de Capitale-Nationale. Donc, le PDG a annoncé ces cohortes-là sous la forme, en fait, communément, on appelle ça dual, mais c'est un mot... Dual. Mais c'est un mot auquel il faut faire attention parce que le dual, en fait, ça, c'est inspiré du modèle allemand des apprentis, compagnons et maîtres, là, quand on parle du compagnonnage. On recule dans le temps. Ça, exactement. Oui. Et puis, le principe, c'est d'apprendre dans la pratique d'un métier. Fait que c'est inspiré de ce modèle-là dual, mais avec des différences qui sont très nord-américaines. Donc, on appelle ça un programme d'apprentissage accru en milieu de travail. Puis, comme le dit Éric, là, pour mettre ça en place, faut effectivement... on devient pratiquement des collègues là, avec eux parce qu'il y a une urgence, dans le fond. Là. À court terme, il y a un besoin, mais plus ça va, si on ne fait rien, plus ça va grandir comme besoin. Bien, effectivement, là, c'est sûr que plus on avance dans les années, plus le besoin s'accentue. Puis, dans le fond, depuis quelques années, on ne réussit pas à atteindre notre cible d'embauche. Donc, à chaque année, on crée un écart entre ce qu'on aurait besoin à embaucher dans l'année. On a besoin de combien de monde, là, vite comme ça? Bien, nous, on prévoit là, une 50aine de personnes par année, de préposés aux bénéficiaires et d'auxiliaires en santé et services sociaux. Notre besoin va être ça. Ça, c'est pour la capitale? Non, ça, c'est uniquement pour le territoire de Charlevoix. 50, on
prévoit avoir besoin d'embaucher une cinquantaine de personnes. Donc, fois 3 ans, on parle de 150 personnes potentielles. Effectivement. Le besoin est énorme. À l'échelle du Québec, on parle de 33 000 préposés. 33 000 préposés. Oui. Wow! Qui manquent. On est dans le trouble, là. Et ça inclut les centres de santé, ça inclut toutes les résidences privées qui peuvent avoir à embaucher ce type de personnes-là aussi. OK. Donc, Là, on parle principalement de préposés aux bénéficiaires. Et auxiliaires en santé. Et auxiliaires en santé. Et services sociaux. OK. Un préposé aux bénéficiaires, là, juste pour me donner un ordre de grandeur, le tâche, c'est quoi, là, dans le fond? Bien, c'est d'apporter tout ce qui est soins d'hygiène auprès des résidents d'un CHSLD, par exemple. C'est d'entrer en relation d'aide avec la clientèle, de participer aux activités, tout ce qui est le volet alimentation. Dans le fond, c'est un peu aussi les yeux de l'équipe de soins, d'apporter ces observations-là. C'est la première ligne, là, aux infirmières auxiliaires. Dans le fond, c'est de veiller aux activités quotidiennes des résidents qui sont dans un CHSLD. Et si on fait un petit peu un parallèle avec l'auxiliaire en santé et services sociaux, la différence, c'est que lui, il va œuvrer plus dans un milieu qui est à domicile. Donc, pour lui, il va devoir adapter, mais il va devoir faire les tâches ménagères du domicile, faire la nourriture pour les clients. Donc, c'est ce qui est la différence entre les deux types d'emploi. Mais en bout de ligne, c'est le même diplôme, la même formation. OK. Donc, c'est juste la clientèle qui est située à des endroits différents. Exactement. Puis, par défaut, il y a des techniques qui sont différentes. Si les gens qui sont en CHSLD doivent être mobilisés, bien, ils ont des équipements dans un CHSLD, ce qu'on n'a pas nécessairement à domicile. Donc, les techniques peuvent être un petit peu différentes, mais tout ça est couvert par la même formation maintenant. Alors, qui dit formation générale, à la fin, il y a un diplôme, il y a quelque chose. Là. Je sors avec un papier. Là. Oui, il y a un DEP à la fin de la formation, donc comme n'importe quel diplôme d'études professionnelles là, qui est reconnu par le ministère. Ça offre un DEP, mais pour les personnes qui vont faire cette formation-là, ça peut aussi servir de complément pour obtenir un DES pour quelqu'un qui n'aurait pas son diplôme d'études secondaires. Okay. Le DEP peut servir après coup. Là. Fait que ça, il faut s'informer auprès d'une conseillère en orientation pour avoir ce détail-là, mais ça peut aussi contribuer. C'est un DEP de 870 heures. 870 heures, c'est ça que j'allais vous poser comme question. Là. C'est quand même une bonne formation. Là, je veux dire. Oui, ça dure sur... Ça s'échelonne environ sur 9 à 10 mois. Là. Ça dépend d'où ça part dans l'année puis combien il y a de mois de vacances, parce que toujours la période des fêtes, puis on respecte grosso modo le calendrier scolaire régulier. Donc, pour le prochain départ qui est en septembre, bien, ils vont terminer là, avant l'été prochain. Puis, au bout du compte, ce qu'il y a aussi de différent dans ce projet-là, outre la formation pratique qui est rémunérée, c'est le fait que le CIUS maintenant propose des emplois à la fin de la formation. On est assuré d'avoir un emploi. Non seulement on est assuré d'avoir un emploi, mais l'organisation a pris l'engagement en 2019 de donner un poste permanent à l'ensemble des préposés aux bénéficiaires. Donc, on n'est plus dans une dynamique de liste de rappel ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment donner un poste permanent. Ça veut dire une sécurité d'emploi qui vient avec ça. Avec possibilité, si on parle de permanence, avec un genre de fonds de pension qui vient Tout à fait. En fait, les bénéfices marginaux. Les bénéfices marginaux qui s'appliquent à ça. Donc, on parle de régime de retraite intéressant, les vacances. Avec une échelle salariale aussi. Une échelle salariale. Ça part à combien? Juste à titre curieux, moi. Ça démarre peut-être avoir une deuxième carrière. en fait, ça démarre à 20 $ de l'heure au niveau de l'échelle salariale, mais ça inclut pas les primes et des bénéfices marginaux qui peuvent être versés en forme de pourcentage si les gens ne sont pas à temps complet. Fait que, tu sais, des primes de nuit vont jusqu'à, je pense, c'est près de 15 % maintenant. Les bénéfices marginaux, ça peut aller jusqu'à 10 % donc, tu sais, à 20 $, si on rajoute, mettons, quelqu'un qui travaillerait de nuit, puis qui aurait un poste permanent, mais pas nécessairement à temps complet, va pouvoir aller chercher une rémunération additionnelle de près de 25 %. Donc, c'est près de 5 $ de l'heure. Quand on regarde
salaire minimum est quoi, le 12 piastres et quelques? 12 et quelques. 12 et demi, je ne sais plus trop, là, ça vient d'augmenter juste le début mai. Tu pars déjà avec une bonne différence. Là. Effectivement, c'est des semaines de travail de 36-25. Les besoins sont là. Donc, nous, on s'adapte aux disponibilités des gens. Si les gens sont disponibles à travailler 5 jours, ben il y a du travail pour 36h25. On a besoin de monde. On a besoin de monde. Alors, on a besoin des portes et... Le besoin est fait. Pour s'inscrire, parce que là, ça m'intéresse peut-être comme travail, mais il faut que je réponde à des critères. Là. Il y a des critères de base quand même. Je veux dire, il n'est pas élu qui se présente. Effectivement. Du côté de l'école, il y a les préalables académiques qu'il faut respecter. Là, on parle de certaines matières de secondaire 3, puis matières de secondaire 4, peut-être là, que je ne connais pas toutes par cœur. Ça, pour les connaître, il faut s'adresser à notre conseillère en orientation, nous, du côté de Baie-Saint-Paul, qui est Marc-Claude Harvey. Puis du côté du CIUS, il y a aussi des contraintes. Bien, c'est sûr que nous, on a des exigences. On cherche un profil de gens. Comme on disait tout à l'heure, là, on cherche des gens qui ont le goût de rentrer en relation avec les gens, des personnes qui ont ce profil-là. Avec ce type de formation-là aussi, bien, les gens qui n'auraient pas pensé retour à l'école, ou les gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience, mais qui auraient le goût de faire ce travail-là parce qu'ils ont soit aidé un proche ou je pense que c'est une belle opportunité de venir nous rencontrer, de venir discuter avec nous. Puis nous, à partir de nos critères qu'on recherche, on fait une évaluation de chaque candidat. Okay. Et on confirme là, par la suite, une fois que le processus est... Ça a l'air gros, mais c'est pas compliqué en soi. Là. En fait, peu importe que la personne s'adresse aux ressources humaines du CIUS ou du côté de notre conseillère en orientation chez nous, nous, on prend le nom. Il y a une vérification des préalables académiques. Ensuite, il y a une entrevue qui est faite avec le service des ressources humaines. Et au fur et à mesure que ces étapes-là sont faites, bien, c'est coché dans un tableau qui est conjoint. Et puis là, on voit qui passe à travers les filtres. Si, par exemple, tout ce qui manque à une personne, c'est des préalables académiques. Par exemple, il manque anglais de secondaire 3, je dis ça comme ça. Bien là, la personne peut être inscrite en formation générale adulte pour aller compléter son anglais. Une fois que c'est fait, bien là, on coche qu'elle est approuvée. Donc, on passe à l'autre étape. Fait que, mais ça se fait beaucoup. Les communications se font beaucoup entre nous. La personne, elle rentre d'un côté ou de l'autre. On lui indique c'est quoi les prochaines étapes. Elle les fait. Puis éventuellement, bien, elle va être conviée à la séance d'information. Là, on a une prochaine séance d'information bientôt pour les personnes. On connaît-tu la date de la séance? Qui va avoir lieu le... mercredi, je ne l'ai pas par cœur. Bientôt. Qui va avoir lieu bientôt. De toute façon, nous, la colle du jour. Pour s'inscrire, en fait, pour s'inscrire à la séance d'information, il faut avoir communiqué avec le centre de formation professionnelle au préalable. OK, parce que là, donc, ça s'adresse effectivement aux personnes qui ont, entre guillemets, ont été choisies, j'imagine? Pas nécessairement choisies, aux personnes qui sont intéressées, qui voudraient avoir de plus amples informations. Mais quand même, on demande aux gens de communiquer soit avec nous, soit avec le centre de formation professionnelle. Okay. Un, pour savoir combien de personnes on va avoir. Et puis, ben, dans le fond, les gens peuvent obtenir un certain minimum d'informations en communiquant directement, parce que la soirée d'information, on ne pourra pas rentrer dans nécessairement le cas par cas des 40 personnes qui seront là dans la salle pour dire quelque chose. C'est global. Là. C'est global, c'est ça. Donc, tout ça, c'est pour la première cohorte qui débutera en septembre? Oui. Donc, qui nous amène jusqu'en juin. On est diplômé, on a une job tout de suite. Exactement. On n'a pas de vacances, on commence à travailler. Bien, en fait, on peut même, les gens qui seraient intéressés qu'on va sélectionner, les gens qu'on a déjà sélectionnés, nous, on peut déjà les faire travailler. On les fait travailler dans un type d'emploi qui est aide de service. OK. Donc ils apprennent déjà un peu par ricochet. C'est ça. Ils vont être dans le milieu. Ils vont être dans un CHSLD. Ils vont aider les préposés aux bénéficiaires. C'est sûr qu'ils n'ont pas de formation, donc ils ne feront pas de soins de base, de soins d'hygiène. Par contre, ils peuvent faire des lits, ils peuvent
aller chercher des choses pour l'équipe de soins. Donc, il y a une série de tâches qui a été rédigée pour que ces gens-là commencent à s'imprégner. On est comme un apprenti, là, si on recule Exactement. dans le temps. OK. Exactement. Fait que nous, on est prêts, là, on les embauche jusqu'à temps que les cours commencent. OK. Donc, quand les cours vont commencer, bien, il va y avoir le volet formation théorique, le volet formation pratique. C'est super bien encadré. Là, oui, bien, puis c'est certain que là, on dit, bon, il y a une promesse d'emploi au bout, puis ils vont obtenir leur diplôme, mais encore faut-il, par contre, qu'ils réussissent toutes les compétences du programme, là. Et puis, ça fait partie du partenariat, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas obtenu son DEP au terme, qui ne se présente jamais ou qui ne répond pas aux critères ou qui n'a pas du tout le profil au final, on s'en rend compte pendant la formation, ou qui est toujours en échec dans ses compétences, bien là, on ne se leurre pas. Ce n'est pas un diplôme qui est gratuit non plus, puis ce n'est pas un emploi qui est gratuit. Il faut que les objectifs du programme soient atteints par les personnes. On cherche quand même des gens sérieux. On investit des sous dans... Oui, c'est pas le party. Non, c'est ça. C'est un travail, c'est une carrière, c'est un futur. Exactement. Et puis le futur, ben, veut pas, quand on regarde ce qui s'en vient, avec la quantité de chiffres que vous m'avez donné tantôt sur la recherche par rapport aux besoins, en fait, la population vieillit. Effectivement. Hein? On vit ça. Particulièrement dans Charlevoix. Donc, à court, moyen et long terme, là, c'est aujourd'hui que ça se règle. On a déjà des résultats là, par rapport à ce qui a été annoncé, là, puisque ça fait déjà peut-être un mois et demi, là, la conférence de presse et tout ça. Actuellement, on a une quarantaine de personnes qui ont signifié leur intérêt pour la formation. Généralement, en date du mois de mai, pour une formation qui commence à l'automne, on a très peu de candidatures. Là. Okay. Des fois, on va en avoir 2, 3, 4. Wow. On les rappelle finalement, oups, ils ont d'autres choses à faire. L'idée maintenant, c'est de leur offrir un travail en attendant comme aide de service. C'est que quand ils arrivent, on leur assure un revenu en attendant que la formation débute, une expérience aussi qui est pertinente en lien avec cette formation-là. Puis d'en avoir eu 40 déjà, pour nous, c'est salutaire. On voit déjà que le résultat est là. On n'est pas loin de 50. Sans plan de publicité là, très, très, très élevé, là, ne serait-ce que par l'annonce du projet, on a obtenu 40 candidatures. Bravo. Actuellement, on a une douzaine de personnes de sélectionnées. Il nous reste encore des gens à rencontrer. Mais assurément que s'il y a des personnes là, qui sont intéressées à communiquer avec nous, déposer leur candidature, on va les prendre. Plus on en aura. Ça, c'est vrai pour Baie-Saint-Paul comme pour la Malbaie. Les besoins sont pour le territoire de Charlevoix. Donc, nous, dans le fond, les gens qui demeurent plus du côté de Baie-Saint-Paul, c'est sûr qu'on va essayer prioritairement de les faire travailler à Baie-Saint-Paul. Même chose pour les gens. L'environnement aujourd'hui, on va limiter les déplacements, puis on va économiser sur plein de choses. Effectivement. Puis de toute façon, en termes de rétention d'emploi, c'est toujours plus facile quand les gens se déplacent moins. C'est sûr que on a des besoins sur l'ensemble du territoire. Si on se ramasse avec 25 employés du côté de la Malbaie, bien, on essaie d'équilibrer ça. Mais généralement, on est en mesure là, de laisser les gens dans leur pôle. Il y a quand même des gens qui décident de faire la route. Ça ne leur dérange pas de travailler à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Quelqu'un qui veut travailler. Quelqu'un qui veut le faire, ça reste un milieu syndiqué avec de l'ancienneté. Ah oui, c'est pas comme la ville. Tu n'es pas poigné dans un bouchon de circulation. Tu n'avances plus. Exactement. Tu peux regarder le décor. Exactement. Tout est là. Ben, super. Alors, si on est intéressé, on communique soit avec la commission scolaire ou soit avec le CIUS comme tel. Y a-t-il un numéro en particulier ou pas? Chez nous, c'est le 418-435-9604. Parce que des fois, quand on appelle dans les grandes institutions, je tombe sur signaler 1, signaler 2. Là, c'est où que je m'adresse, puis je me retrouve plus. Avec ce numéro-là, vous allez tomber directement aux ressources humaines, à l'accueil des ressources humaines. On répète le numéro? 418-435-9604. Donc, il y a une personne qui va pouvoir vous répondre. Puis, il y a notre site Internet aussi qui a beaucoup d'informations, www.ciuscn.ca. Puis, du côté du Centre de formation professionnelle. De notre côté, il faut dire que nos conseillers en orientation jouent aussi un rôle de SARCA, qu'on appelle, là, service d'accueil, référence, conseil et accompagnement. Ça, c'est SARCA, je viens d'apprendre. Ça, c'est le SARCA, effectivement. Puis, c'est un service d'orientation, en fait, pour le grand public. Quelqu'un qui se poserait des questions, qui aurait besoin de réfléchir à ce choix-là, à cette, quelqu'un qui a un emploi, je sais pas moi,
dans un dépanneur depuis plusieurs années, c'est stable, là, ils s'inquiètent, oups, je vais-tu comme brimer ma stabilité? Est-ce que, ben, tu sais, ça peut faire l'objet de réflexion aussi. Fait que nos conseillères en orientation qui offrent le service SARCA peuvent aussi participer à cette réflexion-là, là, des personnes qui hésiteraient peut-être à faire le changement, mais sont joignables au 88 665 4487. 665 4487. 665 4487 au poste 2302. Ça, c'est Marc-Claude Harvey. Sinon, du côté de l'Est, c'est le même numéro de téléphone. Je ne me souviens plus exactement du numéro de poste de notre conseillère en orientation, mais qui s'appelle Brigitte Leblond. OK. Donc, on peut demander soit Madame... Essentiellement, si c'est pour le programme, essentiellement, c'est Marc-Claude Harvey ici à Baie-Saint-Paul, parce que la formation est offerte à Baie-Saint-Paul, il faut savoir. On a aussi des tout nouveaux locaux, hein, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital qui est neuf, il y a aussi la polyvalente qui a été reconstruite, puis nous, on a fait partie de ces travaux-là. Ah, c'est là que les cours se donnent. Les cours se donnent là, les travaux sont, les locaux sont flambant neufs. Ouais. Il va rester une phase. Là, le matériel aussi pour la formation technologique, donc il y a quand même... la formation va être donnée sur iPad, donc tout le volet théorique, chaque élève va être doté de son iPad, bien sûr qui est propriété de l'école, mais qui va être prêté à l'élève pour la durée de la formation. Tout le contenu est numérisé, on appelle ça de la pédagogie flexible. Ça a été un projet qui a été monté par le CFP de Fierbourg. C'est absolument génial là, comme méthode pédagogique. On est dans le modernisme. On tombe dans une nouvelle ère. Mais il faut dire que ce programme-là de stage accru en milieu de travail, c'est une tangente que le ministère pousse déjà depuis à peu près 3 ans dans les centres de formation professionnelle. Et ça fait des petits dans d'autres domaines, mais pour Charlevoix, c'est la première formation. C'est le premier DEP qui va s'offrir sous cette forme-là. Alors, les gens qui vont s'inscrire, être reçus, vont dire « Je faisais partie de la première cohorte ». Exactement. Et voilà, une page d'histoire vient de se faire. Super, bien, Chanie Tremblay et Éric Lavoie, merci beaucoup pour votre visite. Merci. Bon succès. Merci. Et on espère qu'on aura plein de monde qui viendront s'occuper de nous autres plus tard. Socialement, on se le souhaite, on en a besoin. C'est bon, merci. Merci. Martin Ouellette, directeur général du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Bienvenue sur le plateau. Bien, merci beaucoup de l'invitation. C'est le fun parce que là, on vous reçoit, puis c'est la fête, là. Oui. C'est la fête au musée, là. C'est la fête au musée. On en est très fiers. Du 17 au 21 mai, on invite la population, on invite les touristes, on invite tout le monde au musée. C'est gratuit, toutes les activités qu'on va vous présenter. Tout le monde, on est tous très fiers de cette programmation-là, puis on veut que tout le monde vienne. Parce que là, ça se veut une première, si je comprends bien, dans cette approche-là. Là. Oui, parce qu'on veut montrer notre force au musée, c'est-à-dire d'être à l'écoute de notre population, puis les gens qui nous donnent des bons conseils. Puis on va présenter nos nouvelles installations. Il y a beaucoup de nouveautés. Là. Oui, bien, il y en a beaucoup. Hein? On a travaillé très fort en peu de temps. On peut dire que le musée est très actif. Oui. D'habitude, on dit musée, on a tendance à s'asseoir, conservateur, c'est au contraire. Non, chez nous, on est un musée en art contemporain. Alors, c'est très important d'être actuel, présenter du numérique. Pour ceux qui ont pu voir l'exposition observée, ils ont pu voir qu'on innove, on a animé des tableaux, on met de la vie. Là. Juste pour les besoins de la cause, il y a différents types de musées. Donc, on a tendance au musée des Beaux-Arts. La différence entre un musée genre des Beaux-Arts versus le musée d'art contemporain, Je dirais que un musée des Beaux-Arts versus un musée en art contemporain, la très grande différence, c'est sa mission. Le musée des Beaux-Arts, sa mission est plus vaste. La note est vraiment en art contemporain, on peut dire de l'après-guerre à aujourd'hui. Okay. Alors, c'est vraiment, et nous, on va utiliser plusieurs façons pour atteindre notre mission. Un musée des Beaux-Arts va être peut-être un peu plus traditionnel. Donc, vous autres, vous êtes un peu, sans dire la bête noire, vous êtes les innovateurs. Vous êtes collés sur ce qui est le moment présent. On peut dire présent et on peut dire aussi, on pourrait résumer ça qu'on part de la modernité. OK, effectivement. Donc... à aujourd'hui. À aujourd'hui. Tout est là. Super. Bon, mais ceci dit, c'est pour ça qu'il faut le spécifier. Puis il n'y en a pas beaucoup des musées d'art contemporain au Québec. Là. Non, il n'y en a pas beaucoup qui se spécialisent en art contemporain et surtout dans l'Est du Québec, il y en a encore moins. On est seul, je crois. On est seul. Hein? Parce qu'il y en a à Montréal, il y en a à Saint-Jérôme. Oui, exactement. Et ici. Et on est très limité. Mais quand même, il y a beaucoup d'événements qui sont en art contemporain.
Et nous, en plus d'avoir un musée, on y tient le symposium. Ah oui. Alors, on surpasse, si on veut, la mission du musée en présentant le symposium en art contemporain l'été. Alors, on en est très fiers, d'une part. Puis, je pense que c'est l'objectif derrière tout ça, c'est qu'on veut que la population vienne découvrir ou du moins prendre contact avec le musée comme tel. Oui, parce qu'on veut, présenter nos nouvelles installations, 2, présenter nos nouveaux pavillons, nos nouveaux noms. 3, on veut aussi, les gens, exemple, on va présenter un film. On veut vous montrer aux gens qu'on est capable de faire. C'est un film moderne? Ah, bien, c'est un film, écoutez, il est en salle en ce moment au cinéma. Ah. Alors, on est encore une fois très actuel. C'est Astérix et le secret de la potion magique. OK. Alors, on vise une clientèle de 7 ans à 77 ans. Oh. Et alors, avec mon jeune cœur d'enfant et je pourrais dire d'adulte en même temps, je vais quand même aller visionner le film et très content de le faire. Super. Alors là, pour les besoins, effectivement, ça s'appelle le musée en fête, c'est le cas de le dire. Il y a plein de choses que vous avez organisées pour accueillir la population. Oui, on va dire les activités s'échelonnent sur plusieurs journées. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'accès gratuit à partir du 17. C'est du 17 au 21. Le 21 étant un dimanche? Le 21 étant un mardi. Un mardi, OK. C'est un long congé. Alors, on a voulu justement concentrer les activités vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi étant une journée fériée, on donne quand même la gratuité à tout le monde parce qu'il va y avoir beaucoup de gens encore dans la région. Et le mardi, il y aura le lancement, il y aura avant tout l'Assemblée générale des gens d'affaires, l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul et le lancement du guide. Alors, on a voulu intégrer tout ça ensemble dans notre belle programmation. OK. Alors, on commence par le début, quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai amené mes petites notes parce qu'on en a beaucoup et je ne veux pas oublier personne. Alors, on pourra dire qu'en travaillant avec un petit aide visuel, on atteint l'objectif. Alors, le vendredi 17 mai à 20h, on va commencer avec un beau concert lyrique. C'est 5 des meilleurs chanteurs lyriques de la région qui sont membres du chœur polyphonique. OK. À 20h. Durant ce concert-là, sera au pavillon Thomas Tremblay du MAC-BSP. Si s'en suivra le dévoilement dans la cour. J'ai besoin de la cause. Le pavillon Thomas Tremblay, c'est lequel, là? OK. Alors, le premier pavillon, c'est évidemment celui du Musée d'art contemporain. OK. Et le second, c'est le pavillon Thomas Tremblay, qu'on va dire l'école Thomas Tremblay. Oui. Anciennement. Anciennement, et qui va changer de nom durant la fin de semaine. OK. Alors, donc là, pour l'instant, on l'appelle le pavillon Thomas Tremblay. Exactement. OK. Et il sera baptisé encore une fois durant cette fin de semaine. Bon. Alors, pour finir, pour vendredi, s'en suivra le dévoilement dans la cour d'une sculpture de Jimmy Perron, Jean Gaudreau, Émilie Bérubé et Jérôme Delapierre. C'est un travail collectif. Collectif, OK. Et il y aura aussi du numérique autour de cette sculpture. Alors, ça sera la première fois qu'on fera vraiment de l'interactivité et de la sculpture à l'extérieur. Donc là, on l'installe à l'extérieur, puis Oui. ça pourrait y rester. Non, c'est une exposition. C'est vraiment une exposition. On invite la population à venir voir la sculpture. Le temps de l'événement? Ou non, on va la laisser là jusqu'en juillet. OK. Alors, la population pourra venir la voir à multiples reprises. Et nous, en même temps, on va pouvoir en jouir, nous aussi, à tous les jours. Ah oui. C'est des avantages de travailler dans un musée. On regarde la sculpture de Riopelle en passant devant le musée, mais là, on aura C'est rendu autre attrait emblématique. aussi. Oui. C'est rendu emblématique. Je veux dire que tout le monde parle de Riopelle maintenant, de cette sculpture-là. Alors, on est content. Si on va au samedi, on va commencer avec un spectacle du club de judo Sakura de Baie-Saint-Paul. Judo, musée d'art contemporain, le lien est... Le lien est simple, c'est que Mme Diane Amiotte utilise des locaux dans le pavillon Tremblay. Et dans ce pavillon, il y a des cours de judo et on s'est dit, on a la possibilité maintenant de montrer leur savoir-faire. Puis c'est encore, il y a des plus jeunes, des moins jeunes qui vont participer là-dedans. Puis ce que ça fera, c'est qu'ils vont pouvoir montrer ça à la population. On les invite. Et pour récompenser les jeunes qui vont venir faire leur démonstration, ensuite, ce sera la présentation du film dans la salle d'Astérix et la potion magique, que j'ai parlé tantôt. Alors, à 10h30. leur démonstration a lieu, elle? À 9h. À 9h. Dans quelle salle? Dans la même salle. Dans la même salle? Dans la même salle qui... Qui est du pavillon Thomas Tremblay. Exactement. OK, c'est bon.
On va finir par s'en retrouver. C'est rendu gros, le musée d'art contemporain. Il y a beaucoup de choses en même temps, puis c'est bien que vous clarifiez ça, parce que, et évidemment, il y aura des choses annoncées dans le prochain événement qui s'en vient. Ensuite, à 15h30, on invite les gens au finissage de nos 2 expositions en cours. On est habitué d'entendre le mot vernissage, là on parle de finissage. Exactement. Finissage étant la clôture, si on veut, avec les artistes qui feront une visite commentée de leur exposition. Et on va accueillir le plus de gens possible pour justement faire encore une fois connaître et aller davantage concevoir tout ce qui se passe avec les artistes, comprendre ce qui se passe dans leur tête. Parce que vous savez, lorsqu'on regarde des œuvres, des fois, on se dit « Oui, mais à quoi tu pensais? » Et là, les gens vont être en mesure d'avoir un contact direct avec la personne qui va expliquer qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il faisait. Alors, c'est un contact, c'est pas tous les jours qu'on peut effectivement être en relation avec un artiste. Exactement. Puis, M. Morelli est très généreux de l'avoir fait, et Sébastien Peugeot également. Alors, qui sont les 2 artistes qui sont en exposition présentement? Exactement. Les 2 expositions, si on veut, temporaires du musée, c'est ces 2 artistes-là qui exposent ensemble. Et qui se terminent très bientôt. Ça se termine très bientôt, alors c'est pour ça... C'est quasiment le finissage, comme on dit. Voilà, alors ça se termine dans quelques semaines, alors c'est pour ça qu'on a voulu faire ça avec eux pour justement faire rayonner encore une fois notre musée. C'est bien, c'est une bonne initiative. On continue? Et oui, ensuite à 6h, et là c'est le moment, un des moments clés de la fin de semaine, ce sera le moment venu de remercier la population et nos partenaires. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va parler de l'inauguration de nos 2 pavillons. Okay. Et les noms, on va annoncer les nouveaux noms de pavillons. On rebaptise. On rebaptise le tout. Bon. Alors, c'est pour ça qu'on invite toute la population à... J'allais dire, on a-tu un scoop? Non, pas à cette étape-ci. Il faut se rendre là-bas. Il faut se rendre là-bas. Et durant ces inaugurations-là, on va aussi présenter le nom de certaines salles qui vont avoir changé, Parce que là, plein de belles choses. On a comme augmenté de combien de pieds carrés, la superficie? Le musée a pratiquement doublé. Là. Alors, c'est pour ça que pour nous, ça nous permet, ces installations-là qu'on présente à la population, d'offrir d'autres choses. Ouais. Et d'où on va parler maintenant d'activités parallèles autour de celles du musée. Qui sont plus des expositions, des vernissages. Il y aura d'autres choses qu'on présentera au fur et à mesure. Parce que ça va être un pavillon beaucoup plus... J'aime pas le terme, je m'excuse de dire ça comme ça, pas plus vivant, mais vivant autrement. Oui, on peut dire vivre autrement, mais ça sera des activités, si on veut, qui vont toucher toute la clientèle, alors tous les âges. On va chercher des choses pour les enfants, pour les plus grands, pour les plus vieux, pour les plus jeunes, pour tout le monde. On pense à tout le monde. Parce que qui dit musée en général a tendance à croire que c'est des gens d'un certain âge qui vont dans les musées. C'est pas vrai. Parce que non. Vous avez Patricia qui est également éducatrice et qui invite les jeunes. C'est là où je m'en allais. On accueille près de 4000 étudiants par année. 4000 étudiants. Avec nos activités, avec nos services éducatifs. Alors, je pense on surpasse encore une fois ce qui est demandé dans notre mission parce que c'est très important. Les jeunes, c'est l'avenir. Et en passant, les jeunes intéressent... C'est important de semer la graine artistique très jeune, dans le très bas âge pour les enfants parce que c'est là que l'esprit est très créatif. Et c'est sain. Et c'est très sain. C'est zen en même temps, parce que là, quand on crée, on ne pense pas à des mauvaises choses, on est concentré. C'est très bien dit. Semble-t-il. Écoutez, on peut continuer avec le dimanche maintenant, qu'on est rendu le 19 mai. Ça sera, on pourrait dire, une journée de colloques. Il y aura 4 colloques qui seront animés par des gens du musée. Qui porteront à 10h30 sur la conservation. Pour démystifier, si on veut, c'est quoi la différence entre le rôle de commissariat, un rôle de conservation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est conservateur? Que fait-on? Okay. C'est important de le savoir. Conservateur de musée. Exactement, conservateur dans un musée. Ensuite, il y aura un volet accrochage. Alors, pour la première fois, accrochage, des tableaux accrochés. Des tableaux dans les murs, comment on les transporte, comment on les entretient, comment on les emballe. Pour le musée, toujours? Pas juste pour le musée. Non, c'est justement au musée, on va démontrer comment on le fait, mais vous savez, quand vous transportez, vous emballez vos tableaux aussi, c'est important de le faire correctement à la maison pour ne pas les abîmer. Une valeur, c'est ça, donc exactement. On veut les protéger. Là. Et bien les accrocher, bien les mettre. Je vais juste donner un exemple.
on ne met pas une belle toile à l'huile ou un papier tout près d'une fournaise. OK. À côté d'une très grosse source de chaleur, ça va abîmer le papier. OK. C'est un exemple. Ouais, C'est toutes des petites choses qu'on doit savoir. On a tendance à les mettre très haut. Exactement. Trop, pas droit, mal centré, tout sera expliqué et démystifié. OK. Ensuite, j'imagine que c'est par Richard, ça, votre spécialiste? Oui, ça va être Richard, notre technicien en chef. OK. Il y en a vu des tableaux. Il y en a vu des expositions et ça nous fait plaisir de pouvoir partager son savoir. Et lui, évidemment, ça lui fait tellement plaisir. Je pense que oui, il démystifie son travail. Oui, puis quand on a parlé de ce projet-là, il s'est porté volontaire, puis il démontrait beaucoup de fougue, c'était beau à voir. OK. Ensuite, il y aura une pause pour le dîner. Le dîner sera fourni par le MAC. OK. Le MAC BSP va offrir le dîner à tout le monde. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné d'emblée, mais les colloques, on veut que les gens s'inscrivent pour qu'on sache d'avance comment il faut en commander combien de lunch. Alors, parce qu'on arrive là le matin puis on suit. Oui, on passe pratiquement 3/4 d'une journée avec nous. Et c'est pour ça que c'est important de s'inscrire pour qu'on sache combien de gens vont être là. Et 2 aussi, on veut avoir le plus de monde possible. On va trouver tous les moyens inimaginables. On veut que toute la population vienne. Ça, c'est du côté quel pavillon, ça? C'est dans le pavillon Tremblay. Tremblay aussi. OK, c'est bon. Alors, à 1h30, il y aura le volet création. Il y aura un artiste qui va venir sur place, un membre du conseil d'administration qui va venir faire la peinture en direct. Il va peindre en direct. Il va expliquer comment il fait, quelle est sa démarche. Les étapes. Et ça va intéresser les gens parce que, c'est un artiste avec beaucoup de talent et 2, c'est un artiste qui utilise des médiums un peu différents. Alors, c'est pas juste une simple peinture, c'est plusieurs couches de peinture avec des médiums. C'est une technique mixte qui va expliquer. S'en suivra à 2h30 le volet des grands collectionneurs. Le volet des grands collectionneurs, c'est qu'il y a des grands collectionneurs qui vont venir expliquer comment est-ce qu'ils bâtissent une collection. Alors, les collectionneurs qui sont là, vous les rencontrerez sur place, ils vont vous expliquer quand on bâtit une collection, on part de quoi? Est-ce qu'on a une ligne? Est-ce qu'on achète ce qu'on aime? Est-ce qu'on achète des coups de cœur? Sur quoi se base on fait? Est-ce qu'on fait de la recherche? Il y en a qui c'est exclusivement monétaire. Vous dire, tel artiste est reconnu. J'achète une œuvre, elle va valoir X aujourd'hui, puis demain, elle aura une autre valeur, dans le fond. Exactement, il y en a. Mais je vous dirais, il y en a, mais c'est une petite quantité. Parce que chaque collectionneur veut développer et améliorer sa collection. OK. Alors, eux autres, ils vont se donner un axe de collectionnement qui va évoluer dans le temps, selon une ligne directrice. Alors, c'est ça que certaines personnes vont nous expliquer. Il y a eu une exposition récemment, justement, au musée, que c'était, j'oublie les grands collectionneurs. Les grands collectionneurs, puis il y avait un monsieur qui est venu avec des produits qu'il avait trouvés, des œuvres qu'il avait trouvées dans différents symposiums à droite et à gauche, puis ça allait de la causeuse à toutes sortes de choses. Non, on ne parle pas de cette exposition-là. Là, vous parlez de la haute collection du prof Tremblay. Oui, voilà. Oui, effectivement. Alors, lui, c'est quelqu'un qui collectionne l'art actuel. Oui. Alors, effectivement, lui, quand il se promenait dans les symposiums, et coup de cœur après coup de cœur après coup de cœur, sa ligne directrice, c'était l'art contemporain très actuel. Et ça pouvait être des chaises, ça pouvait être... Mais sa ligne, c'est qu'il fallait que ça soit actuel. Effectivement. Fait que, regarde, puis là, à jaser avec un collectionneur du genre, il dit, je suis pas riche. Je me promène, j'achète, j'aime, je les regarde, je vis avec. Et j'encourage les artistes de la relève. En plus. Et ça, c'est très important de le faire parce qu'il y a des gens avec énormément de talent. Et nous, on essaie d'aider les artistes le plus possible, surtout via le symposium pendant l'été. Parce qu'on a tendance à dire qu'un collectionneur, c'est toujours des œuvres d'artistes très connus. Là. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça prend toutes sortes d'orientations. Exactement. Et encore une fois, ces gens-là vont venir nous l'expliquer. Quels sont leurs axes de collectionnement. C'est bon. S'en suivra à 16h, du lancement du livre de Jacques Saint-Gelais-Tremblay. Ça sera son second livre, son deuxième livre. Ce livre s'appelle L'Enfant. Il viendra sur place expliquer. Nous dire qu'est-ce que c'est. Et oui. Est-ce que c'est lui qui retombe en enfance? Point d'interrogation. Je l'ignore. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un beau livre, je l'ai lu. Okay. Alors, j'ai eu la chance de le lire. Bon, c'est bon. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est correct. Ah, ben écoutez. Un contact privilégié.
Oui, Bon. je dois vous avouer que c'est un contact très privilégié. Je vous explique rapidement la fin de semaine. Je n'ai pas donné les noms de tout le monde, mais vraiment, je vous dirais que c'est vraiment beaucoup d'activités. Tout ce qui est là, on le retrouve sur le site du Musée d'art Oui, contemporain. bien sûr, c'est sur le site du MAC BSP et c'est sur notre Facebook également. Alors, et on a des publications, on les affiche, on va les répéter encore une fois sur notre site Facebook pour faire venir le plus de gens possible. Ben Parlez-en à tout le monde. En fait, c'est ça, pour une fois, le musée est en fête et on est accueillis à bras ouverts. Donc, jeunes, moins jeunes, adultes, puis en même temps, il y a de quoi s'occuper parce qu'on peut y aller le vendredi, on peut y aller le samedi. Dans le fond, on peut y aller à tous les jours. On peut y aller à tous les jours. Les mêmes personnes peuvent revenir 5 fois s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Le contenu est très différent d'une journée à l'autre. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire. Encore une fois, quand je parlais d'activités parallèles, puis qu'on partait de 7 ans à 77 ans, on essaie de vraiment, si on peut dire, intéresser tout le monde. Et c'est ça qui est beau dans cette fin de semaine-là. Ça permet aux gens de voir nos nouveaux pavillons, nos nouvelles installations et voir ce qu'on peut faire. Ah! Quelle date encore? Du 17 au 21 mai. C'est bientôt. C'est très bientôt et on accueille tout le monde pendant le long congé en plus. Il va faire beau? Il va faut faire qu'il chaud? fasse beau, mais il va faire beau. De toute façon, même s'il pleut, c'est la plus belle place au Québec. On est choyés. Ah voilà, le message est passé. Merci beaucoup pour votre visite, M. Martin. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Et juste en passant, ça fait quoi, là? 15 mois? 15 mois. 15 mois en place, ça passe vite. Il me semble que c'est hier. Oui, ça passe très rapidement, mais c'est une belle expérience. Bon, on est très bien, content. bien implanté? Oui, oui, oui. Oui. Pas Très, trop très. dépaysé? Non, au contraire, j'adore le paysage. Non, des fois, c'est qu'on se transporte ailleurs. On se dit, le défi va être intéressant. Une fois sur place, oh, je m'ennuie de ci ou je m'ennuie de ça. Non, au contraire, en venant ici, c'était justement le trafic, puis les gros édifices. Là, non, c'était terminé pour moi. De toute façon, vous êtes dans le plus gros musée d'art contemporain de l'Est du Québec. Super. Bien dit. Merci beaucoup pour votre visite. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à mes invités. Sujet fort intéressant et diversifié, comme vous avez pu le constater. Merci également au Café Les Moulins Lafayette, qui, de semaine en semaine, nous accueille pour l'enregistrement de cette émission. Parlant d'enregistrement, si vous aimeriez participer à cette émission, contactez-nous à TVC au numéro 88 435 5134 et on s'organisera pour vous mettre à l'horaire pour une des futures émissions de À votre service. Je vous donne rendez-vous très bientôt, pour dire la semaine prochaine, sur nos ondes. D'ici là, gardez le sourire, la chaleur s'en vient, le soleil est bien présent. Au revoir, à très bientôt. Merci.